Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre premier cours en ligne de biologie. Je me suis permis de faire cette petite vidéo-là dans le premier PowerPoint, question de reprendre contact avec vous et de prendre le temps un petit peu de vous expliquer comment on va fonctionner. Évidemment, vous comprendrez qu'en biologie, l'important, c'est les images qui réfèrent à la matière. Euh, de voir ma face, franchement, ça serait pas très utile. Et évidemment, ça augmenterait de façon importante la lourdeur des PowerPoint. Donc, tous les PowerPoint que je vais déposer sur éventuellement dans le nuage, là, auquel vous aurez accès, seront audio. Je suis très consciente, pour en avoir fait plusieurs déjà, là, je suis très consciente que c'est un enseignement, l'enseignement à distance comme ça, audio sur des PowerPoint, c'est très statique. Je suis consciente également que plusieurs d'entre vous avez 5, 6, 7 cours. Ça fait au final beaucoup de temps d'écran. Donc, j'ai vraiment un souci de réduire au maximum mes interventions sur chacune des diapositives. Je vais à l'essentiel. C'est pas évident, évidemment, vous me connaissez. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui donne beaucoup d'exemples, réexplique. Donc, je vais devoir vraiment me faire violence pour aller à l'essentiel. Mais j'y travaille, ça fait déjà plusieurs PowerPoint que je fais. Et franchement, c'est de mieux en mieux, là. Je réduis de plus en plus mes temps d'intervention. Quoi d'autre également? Ben, évidemment, l'horaire que je vous ai envoyé, je vous rappelle que je vais déposer les PowerPoint à tous les lundis et suivra le mardi le travail en lien avec la PowerPoint. Évidemment, souvent, les PowerPoint qui sont déposés le lundi ont tous sont en lien avec un élément de matière, mais des fois, je suis obligée de le répartir sur plusieurs PowerPoint parce que sinon, ça ferait un fichier trop lourd. Donc, à chaque semaine, vous avez des PowerPoint déposés sur une notion, un pan de matière et le travail qui est déposé le mardi est en lien avec les PowerPoint qui ont été déposés le lundi. Bien évidemment, tout le reste de la session va se faire de façon individuelle et l'ensemble des travaux que je vous dépose seront à livre ouvert. Donc, les travaux sont faits en fonction de cet élément-là. À part de ça, oui, simplement vous dire que dans les PowerPoint, vous allez voir un pointeur qui se promène. Ça me permet évidemment de cibler sur la diapo les éléments sur lesquels je suis en train de discuter. Également, vous allez voir qu'il y a des diapositives qui réfèrent à des animations. C'est les animations qui sont euh, sur RP dans le Martini. Maintenant, vous avez votre code d'accès numérique. Bien évidemment, vous aurez accès à toutes ces animations-là. À l'occasion, je peux ajouter aussi des petits liens, des hyperliens qui vous envoient à des animations autres que celles du Martini qui peuvent être pertinentes. Donc, évidemment, je fonctionne toujours avec le Martini et évidemment, dans les PowerPoint, les références que vous y voyez sont pour l'essentiel sorties du Martini. À quelques occasions, je peux mettre des diapositives qui viennent de d'autres bouquins parce que des fois, le propos, je trouve que l'image à ce moment-là est plus adéquate. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour comme tel de ce que je voulais vous dire. Faut pas se décourager. Je vous dirais que tous les profs sont très conscients de ce que ça implique pour vous d'avoir des cours en ligne. Donc, on travaille très fort pour que ce soit le plus zen possible, le plus agréable possible. Je vous rappelle qu'on va se voir une fois par semaine en visioconférence selon votre horaire labo. Euh, en utilisant les horaires labo, bien évidemment, ça fait en sorte que je minimise le nombre de participants à chaque visioconférence. Donc, ça va nous permettre d'avoir des échanges plus intéressants. S'il y a moins de monde, évidemment, c'est plus intéressant. Et si jamais je vous demande vraiment d'essayer d'être présent au moment de la visioconférence de la semaine,
Si ça vous est impossible, à ce moment-là, vous comprendrez que c'est tout à fait possible de soit m'envoyer vos questions par courriel, et si je juge que ça devient long de vous répondre par courriel, il y aura toujours moyen qu'on se communique live en visioconférence, mais vous comprendrez qu'au nombre d'étudiants que j'ai, si tout un chacun souhaite me voir individuellement en visioconférence, j'y arriverai pas. C'est beaucoup de travail d'enregistrer les PowerPoint à chaque semaine. Éventuellement, les corrections vont commencer à rentrer. Fait que là, je vois là, tout le travail que ça implique. Donc, si évidemment, là, ça vous est, si vraiment être présent au moment de la visioconférence, si jamais ça vous est impossible, à ce moment-là, on trouvera une autre solution. Donc, voilà, je vous souhaite bonne chance, bienvenue. Et puis, ça y est, c'est parti, ça va bien aller. Ciao tout le monde! Allons-y d'abord avec les principales composantes du système nerveux et évidemment son organisation générale. D'abord, le système nerveux est formé du système nerveux central, qui est l'encéphale et la moelle épinière. Donc, sur le schéma, évidemment, on voit bien ici l'encéphale. C'est la partie du système nerveux central qui est contenue dans la boîte crânienne. Et l'encéphale se prolonge à l'intérieur de la colonne vertébrale et c'est ce qu'on appelle la moelle épinière. Donc, encéphale et moelle épinière appartiennent au système nerveux central. Deuxième élément du système nerveux, c'est le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique comprend les nerfs qui émanent soit de l'encéphale, c'est ce qu'on appellera les nerfs crâniens, ou émanent de la moelle épinière. À ce moment-là, on appellera ça les nerfs spinaux. Également, appartient au système nerveux périphérique les récepteurs. Donc, allons-y avec l'organisation générale du système nerveux. D'abord, l'information sera captée comme telle. Donc, l'information, quand on parle du système nerveux, on parle en fait des stimuli. Au singulier, on parle de stimulus et au pluriel, on parle de stimuli. Donc, les stimuli seront captés par les récepteurs. On fera éventuellement la différence entre les récepteurs généraux et les récepteurs spécialisés. Quoi qu'il en soit, donc, les stimuli sont captés par les récepteurs. Ensuite, cette information-là, sensitive, va emprunter ce qu'on appelle la voie afférente ou la voie sensitive. Évidemment, on parle ici d'influx nerveux sensoriels qui vont voyager à l'intérieur de neurones sensitifs. Et éventuellement, cette information-là sensorielle est acheminée. Donc, vous voyez que la voie afférente avec les récepteurs, bien évidemment, font partie du système nerveux périphérique. Et donc, cette information-là sensitive est envoyée ensuite au système nerveux central où, évidemment, l'information sera traitée. Vous verrez que ce type de diapo-là ici revient très souvent puisque c'est un schéma en fait qui est très intégrateur et qui permet d'avoir une bonne vision finalement de comment ça se passe, comment les informations voyagent à l'intérieur du système nerveux. Ce qui est représenté sur d'abord, ce schéma-là, vous le voyez, il est tiré en fait d'un autre bouquin qu'on appelle le Marieb, un livre d'anatomie physiologie humaine. Vous avez une image équivalente à la page 181, dans la page 180, je m'excuse de votre Martini, mais honnêtement, j'ai décidé de mettre cette diapo-là dans le PowerPoint parce qu'elle est franchement plus détaillée et mieux, je trouve, mieux construite. Donc, ce que l'on voit sur ce schéma-là, c'est ce qu'on appelle les voies ascendantes. Évidemment, ici, on parle de la voie afférente.
et donc du chemin que va emprunter le traitement de l'information sensitive ou sensorielle, mais de façon très, très, très concrète. Comme c'est la première fois qu'on voit le schéma, je vais un peu vous le détailler. D'abord, on voit que c'est essentiellement le système nerveux central qui a été coupé en différentes tranches. Donc, ici, évidemment, on est au cœur de l'encéphale au niveau des hémisphères cérébraux. Ensuite, on arrive ici là, dans la région de l'encéphale, là, où on s'apprête à entrer en fait dans le tronc cérébral. Ensuite, ici, vous voyez, on est à la hauteur du cervelet, donc on descend tranquillement pas vite hein, au niveau de l'encéphale. Et ici, on est dans ce qu'on appelle le bulbe arachidien. Là, on est littéralement dans le tronc cérébral. On est toujours ici. Donc, ces quatre éléments-là ici de la figure appartiennent à l'encéphale. Passer le bulbe arachidien, donc vous voyez ici, on a c'est le bulbe arachidien. Passer le bulbe arachidien, là, on se retrouve comme tel au niveau de la moelle épinière. Donc, dans un premier temps, ici, on a une tranche qui présente, ou une coupe transversale qui présente la moelle épinière cervicale, donc au niveau du cou. Et ici, on est au niveau de la moelle épinière lombaire, donc vraiment là dans le bas du dos. Ce que j'aime de ce schéma-là, comme je vous disais, c'est que ça nous permet de comprendre vraiment comment est organisé comme tel d'un point de vue structural, d'un point de vue anatomique, le système nerveux et comment l'information voyage à travers les différentes voies. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ici, on est au niveau de la voie afférente. On peut apercevoir ici, donc on vous présente, j'aime bien l'iconographie, là, on vous présente un pied, puis une petite plume ici pour vous dire, ben on stimule le récepteur du toucher comme tel avec une plume. Et donc, évidemment, ça va déclencher l'envoi d'un influx nerveux sensoriel. Donc, le récepteur comme tel, vous voyez, c'est la partie qui est ici au niveau de la plante du pied. Et le récepteur, on voit très bien qu'il est connecté comme tel en bleu, là, est connecté comme tel aux neurones sensoriels. En fait, littéralement, dans ce cas-ci, le récepteur fait partie du neurone sensitif. Donc, évidemment, ici, vous voyez, ça, c'est le nerf spinal hein, qui est le nerf qui vient se rattacher, qui appartient au système nerveux périphérique et qui vient se rattacher à la moelle épinière. Très intéressant de voir, soit dit en passant, que le nerf, lorsqu'il s'approche de la moelle épinière, ben en fait, va former un Y. Donc, le nerf se subdivise en deux branches. C'est ce qu'on va appeler la racine dorsale du nerf et ici, c'est la racine ventrale du nerf. Et ce schéma-là nous permet de comprendre que les informations sensorielles vont toujours passer au niveau de la racine dorsale du nerf rachidien. Donc, on a ici le neurone sensitif qui voyage, qui passe à l'intérieur de la racine dorsale du nerf rachidien. Et là, on arrive littéralement à l'intérieur de la moelle épinière. Et là, donc, c'est pour ça qu'on parle ici de voie ascendante. Et donc là, on voit que l'influx nerveux sensoriel va remonter tout le long de la moelle épinière pour éventuellement, vous voyez, on est ici carrément, là, ça c'est toujours le même neurone. Donc, on part, je vous rappelle, dans la moelle épinière lombaire. On est là au niveau ici du bassin, là, littéralement, c'est lombaire. Et là, on voit que ce même neurone-là qui achemine l'information sensorielle et voyage à l'intérieur de la moelle épinière jusqu'à la moelle épinière cervicale. Donc, c'est le même neurone tout le long de la moelle épinière jusqu'au bulbe rachidien. Donc, imaginez comment c'est long. Ce neurone-là, sensitif, part de la plante du pied
voyage son axone, donc est logé à l'intérieur d'un nerf rachidien. Évidemment, si on est au niveau de la jambe, là, ça risque d'être le nerf sciatique. Et donc, on arrive au niveau de la moelle épinière, c'est toujours le même neurone qui remonte jusqu'au bulbe rachidien. Donc, imaginez la longueur de ce neurone-là, c'est vraiment impressionnant. On voit ici que on va changer de neurone. Donc, il y a une synapse, il y a une connexion ici entre deux neurones sensitifs. Et là, donc, vous voyez, on passe en fait du neurone de premier ordre. Regardez ici qu'est-ce qui est écrit. Donc, axone du neurone sensitif de premier ordre. Donc, on a un premier neurone sensitif dans la chaîne de neurones là, pour acheminer l'information sensorielle. On a un premier neurone sensitif qui termine sa course au niveau du bulbe rachidien. Et évidemment, là, on change de neurone. On voit ici qu'il y a une synapse. Donc, il y a une communication ici entre les deux neurones. Et là, on passe au neurone de deuxième ordre. Donc, vous voyez ici, axone de neurone de deuxième ordre. Donc, on a notre deuxième neurone qui est ici. Et évidemment, continue sa course, continue sa course. Il va y avoir une deuxième synapse ici. On est rendu carrément dans l'encéphale au niveau de la boîte crânienne, donc dans une région qu'on appelle le thalamus. Donc, l'information sensorielle est acheminée ici jusqu'au thalamus. Puis, on change encore une fois de neurone et à ce moment-là, on arrive donc au neurone de troisième ordre. Donc, moi, j'aime bien ce schéma-là parce qu'il nous permet concrètement de voir que quand on stimule, par exemple, des récepteurs au niveau de la plante du pied, ben, on va avoir trois neurones qui sont reliés ensemble pour permettre d'acheminer cette information-là jusqu'au cortex cérébral, là, tout en haut ici. Donc, ça devient à ce moment-là très, très, très concret. Donc, on est rendu en fait au moment où l'information sensorielle arrive au système nerveux central, où il va y avoir traitement de l'information. Puis, selon l'information qui est reçue au niveau du système nerveux central, bien évidemment, il y aura ce qu'on appelle intégration. Donc, le système nerveux central, c'est ce qu'on appelle le centre d'intégration. Donc, on va élaborer une réponse adéquate par rapport à l'information sensorielle qui vient d'être acheminée. Et cette réponse-là qui a été élaborée par le système nerveux central sera acheminée via la voie motrice, donc la voie efférente. Évidemment, ici, c'est des voies qu'on dira descendantes, hein, qui donc vont descendre vers éventuellement ce qu'on appellera les effecteurs. Et cette voie motrice-là, efférente, ben, elle peut emprunter deux chemins différents, soit le système nerveux somatique ou encore le système nerveux autonome. Donc, on voit qu'au niveau de la voie efférente, il y a deux chemins possibles, somatique ou autonome. Dans les deux cas, qu'on parle du système nerveux somatique ou du système nerveux autonome, dans les deux cas, ce qui est important de comprendre, c'est que la réponse est acheminée à ce qu'on appelle des effecteurs. Les effecteurs sont différents selon qu'on se trouve dans le système nerveux somatique ou le système nerveux autonome. Dans le cas du système nerveux somatique, on parle ici comme effecteur des cellules musculaires squelettiques. Donc, on parle du mouvement volontaire ici. À la diapo suivante, je vais vous étayer les différents types de tissus musculaires qu'on retrouve dans l'organisme. Donc, sachez que pour le système nerveux somatique, les effecteurs sont les cellules musculaires squelettiques, ce qui permet le mouvement volontaire, alors qu'au niveau du système nerveux autonome, les effecteurs sont les cellules musculaires lisses,
ou les cellules musculaires cardiaques. On parle ici d'effecteurs dont on ne contrôle pas les contractions. Dans le cas des cellules musculaires lisses, on parle en fait du tissu musculaire qu'on va retrouver dans les organes creux, comme le tube au niveau du tube digestif, au niveau des vaisseaux sanguins, etc. Et les cellules musculaires cardiaques, bien évidemment, on parle ici des cellules musculaires qu'on retrouve au niveau du cœur. Donc, on comprendra bien évidemment que ces cellules-là, on n'a pas le contrôle sur le moment où ils vont se contracter. Donc, c'est du mouvement involontaire. Donc, ici, je vous présente les différents types de tissus musculaires qu'on retrouve dans l'organisme. Soit dit en passant, en principe, on aurait dû avoir un cours sur l'histologie où je vous aurais détaillé les différents types de tissus qu'on retrouve dans l'organisme. Évidemment, vous comprendrez que dans les conditions actuelles, il faut élaguer la matière. Donc, j'ai décidé d'élaguer toutes les notions concernant l'histologie. Par ailleurs, les notions histologiques dont on aura besoin au fur et à mesure que je vous présente le système nerveux, endocrinien, reproducteur, les notions d'histologie dont vous aurez besoin, bien, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc, on en a ici un bel exemple. Le tissu musculaire, c'est important que je vous explique un petit peu de quoi ça retourne. Donc, au niveau de l'organisme, on a trois types de tissus musculaires différents qui se distinguent d'un point de vue anatomique. Et là, soit dit en passant, je ne rentrerai pas dans le détail des distinctions d'un point de vue cellulaire là, entre les différents types de tissus musculaires, mais sachez que ces tissus-là se distinguent d'un point de vue anatomique microscopique, là, évidemment, et se distinguent également de par leur fonction. Donc, dans un premier temps, je vous présente ce qu'on appelle le tissu musculaire squelettique. Le tissu musculaire squelettique qu'on appelle aussi tissu musculaire strié, soit dit en passant, parce qu'on voit là qu'au microscope, on distingue très, très bien des stries. Donc, parfois, on l'appelle tissu musculaire strié. Donc, évidemment, ce tissu musculaire-là, squelettique, est formé de cellules musculaires squelettiques et a pour fonction de permettre le mouvement volontaire. Évidemment, on l'appelle squelettique parce que très souvent, ce tissu musculaire-là, on va le retrouver dans des muscles qui sont rattachés au squelette et qui permettent le mouvement. Dans un deuxième temps, ici, on a le tissu musculaire cardiaque. Évidemment, le tissu musculaire cardiaque, ben, c'est le tissu musculaire qu'on va retrouver au niveau de la paroi du cœur qui permettent au cœur de pomper le sang efficacement. Et bien évidemment, on comprendra que on ne contrôle pas les contractions de ce tissu musculaire-là cardiaque. C'est contrôlé bien évidemment par le système nerveux autonome. Finalement, le dernier type de tissu qu'on retrouve dans l'organisme, de tissu musculaire, c'est le tissu musculaire lisse. On l'appelle lisse pour faire opposition, évidemment, au tissu musculaire strié qu'on a ici, là, qui est le tissu musculaire squelettique. Donc ici, on n'a pas de stries comme telles qui apparaissent au microscope quand on observe ces cellules-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé lisse. Et ce tissu musculaire-là se retrouve au niveau des organes creux. Donc, va former ce qu'on appelle une portion de la paroi des organes creux qu'on appelle la musculeuse et qui permet le mouvement des organes qui en contient. Donc, pensons par exemple à la vasodilatation et la vasoconstriction. Donc, le changement de diamètre des vaisseaux sanguins qui fait qu'on peut contrôler où on va envoyer le sang selon la situation. Évidemment, c'est permis grâce à la présence du tissu musculaire lisse au niveau de la paroi de certains vaisseaux sanguins. Même chose au niveau évidemment, du tube digestif. Donc, sur toute la longueur du tube digestif, dans la paroi des organes, on retrouve du tissu musculaire lisse qui permet évidemment aux différents organes du système digestif d'accomplir leur fonction de digestion et qui permet de déplacer le contenu d'un segment à l'autre. On en retrouve aussi, on pourrait penser à la vessie, par exemple, donc la vessie qui se contracte au moment de la miction, au moment où on va uriner, qui est également
un tissu musculaire qu'on ne contrôle pas. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on appelle donc le tissu musculaire lisse. Et évidemment, il s'agit d'un mouvement involontaire. Donc, tissu musculaire squelettique contrôlé par le système nerveux somatique. Et ici, les tissus musculaires cardiaques et lisses qui sont contrôlés par le système nerveux autonome. OK, donc on arrive ici, vous voyez, là, on est toujours dans le même schéma. C'est parce qu'il manque un effecteur. Je voulais d'abord vous parler du tissu musculaire. Et donc, je vous ajoute ici un dernier effecteur, ce sont les cellules glandulaires. Donc, il faut comprendre qu'il y a de nombreuses glandes dans votre organisme qui sont contrôlées par le système nerveux autonome. Donc, évidemment, on parle, ce sont à ce moment-là ce qu'on appelle des effecteurs. Deux choses à vous dire par rapport aux effecteurs avant de passer à la diapo suivante. D'abord, il faut comprendre que les effecteurs ne font pas partie du système nerveux. Tous les éléments que l'on voit, soit dit en passant, sur ce schéma-là, appartiennent au système nerveux, sauf les effecteurs. Les effecteurs sont soit stimulés ou inhibés par le système nerveux, mais n'appartiennent pas comme tels. Ce ne sont pas des structures appartenant au système nerveux. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose que je voulais vous dire, je voulais attirer votre attention sur le fait, et je l'ai même mis en rouge ici, sur le fait que je présente les effecteurs au niveau cellulaire. Donc, pour vraiment vous faire comprendre ici, on ne va pas travailler à l'échelle des organes. Je ne dis pas que le système nerveux somatique stimule les muscles. Vous voyez que je suis vraiment à l'échelle cellulaire. J'avais beaucoup insisté dans le premier examen sur l'importance de la place de la cellule en biologie. Je vous avais bien fait comprendre que tout ce qu'on fait en tant qu'organisme vivant, on peut toujours le réduire à une activité cellulaire. Et donc là, vous allez voir, on y est là continuellement, particulièrement dans le système nerveux. Je vais m'attarder à parler à l'échelle cellulaire parce que c'est là que ça se passe. Donc, je ne vous parle pas de muscles, je parle de cellules musculaires, squelettiques, lisses et cardiaques. Et regardez, même chose ici, je ne vous parle pas de glandes, je parle de cellules glandulaires. Donc, c'est les cellules glandulaires qui seront stimulées ou inhibées par le système nerveux autonome. Donc, allons-y avec quelques notions concernant les glandes. Donc, allons-y maintenant avec quelques notions sur les glandes. Il est important de comprendre que une glande, c'est formé de cellules épithéliales. Donc, vous les voyez ici, les cellules épithéliales. Le tissu épithélial comme tel, soit dit en passant, évidemment, vous le savez, je vous l'ai dit, là, on n'a pas fait le cours sur l'histologie. Fait que je vous donne quelques notions d'histologie quand c'est nécessaire. Donc, le tissu épithélial est un des 4 tissus qu'on retrouve chez les animaux, qui inclut évidemment l'humain. On voit que le tissu épithélial, c'est un tissu de revêtement. Il va tapisser l'intérieur des organes creux. Fait qu'on pourrait parler, par exemple, de l'épithélium intestinal ou de l'épithélium gastrique pour l'estomac, l'épithélium buccal. On peut parler évidemment de l'épithélium, par exemple, des glandes salivaires. Donc ici, on pourrait il pourrait s'agir de glandes salivaires qui, évidemment, synthétisent la salive. Donc, vous voyez qu'un tissu épithélial, c'est un tissu de revêtement. Quand on parle de glande comme telle, il faut comprendre qu'une glande, en fait, c'est le tissu épithélial qui plonge à l'intérieur du tissu qui se trouve en dessous. Tous les tissus épithéliaux, sans exception, ont toujours une assise de tissu conjonctif. Donc, le tissu que vous voyez en dessous, ça ici, c'est l'épithélium, là. Et donc, le tissu que vous voyez en dessous ici, c'est ce qu'on appelle le tissu, c'est toujours un tissu conjonctif. On n'y voit pas de cellules, là, mais sachez qu'ils ont décidé de ne pas les représenter ici pour simplifier l'image. Mais sachez évidemment que le tissu conjonctif contient des cellules qui sont éparpillées comme telles à l'intérieur du tissu.
Et donc, un tissu épithélial va toujours avoir une assise de tissu conjonctif. Lorsque l'on parle d'une glande, ben, ce que l'on voit, c'est que le tissu épithélial va plonger littéralement à l'intérieur du tissu conjonctif. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va voir apparaître la formation d'une glande. Donc, lorsqu'on parle d'une glande, ben, on parle évidemment d'une structure qui se trouve logée à l'intérieur du tissu conjonctif et qui est tapissée de cellules épithéliales. Et ces cellules-là épithéliales auront pour fonction de synthétiser la sécrétion spécifique à la glande. On distingue, soit dit en passant, deux types de glandes. On a les glandes qu'on appelle exocrines et on a les glandes qu'on appelle endocrines. Les glandes exocrines, quand vous avez le terme crine, ça veut dire sécrétion. Et exo, évidemment, réfère au milieu externe. Rappelez-vous qu'on avait bien détaillé les différences quand on a parlé de l'homéostasie. On avait fait la distinction entre le milieu interne et le milieu externe. Donc, si vous ne vous rappelez pas de ces notions-là, ça va être important d'aller les réviser. Donc, quand on parle d'une glande exocrine, ça veut dire que c'est une glande qui produit une sécrétion qui sera libérée dans le milieu externe. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire qu'on a une glande qui va avoir un conduit. Donc, vous voyez ici la glande au moment de son développement, là, au moment du développement embryonnaire, là, quand les organes se forment chez l'embryon. Ben, évidemment, dans le cas d'une glande exocrine, la glande va garder le lien qu'elle avait avec l'épithélium de surface. Donc, on va avoir un conduit. Et à ce moment-là, les sécrétions qui sont élaborées, qui sont synthétisées par les cellules qui tapissent la glande, va remonter le long du canal et sera libérée évidemment au niveau de la cavité. Fait qu'on pourrait penser, par exemple, aux glandes salivaires qui libèrent la salive dans la cavité buccale. Je vous rappelle que le milieu externe, c'est toutes les cavités de votre organisme et tant qu'on n'a pas traversé une membrane cellulaire, tant qu'on est à l'intérieur de la cavité, comme ces cavités-là débouchent sur l'extérieur, ben on considère qu'on est dans le milieu externe. Donc, des glandes exocrines vont élaborer toutes sortes de substances de sécrétion différentes et ces sécrétions-là se retrouvent soit dans une cavité ou soit carrément au niveau libéré au niveau de la peau. Fait que pensons aux glandes sudoripare qui permettent de libérer la sueur au niveau de la peau. Pensons aux glandes sébacées qui libèrent du sébum également au niveau de la peau. Et là, on pourrait parler de différents types de glandes exocrines. On a, je vous le disais tantôt, les glandes salivaires qui libèrent la salive. On pourrait parler des glandes lacrymales qui libèrent les larmes au niveau des yeux. Évidemment, il y a plein de glandes au niveau du système digestif, les glandes au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin qui libèrent diverses sécrétions. Donc, vous comprenez, voilà ce qu'est une glande exocrine. Dans le cas d'une glande endocrine, évidemment, endo réfère au milieu interne, à l'intérieur, crine, sécrétion, donc c'est des glandes qui libèrent des sécrétions dans le milieu interne et ces glandes-là ont perdu leur canal. Fait que vous voyez ici, on a les cellules endocrines, donc les cellules glandulaires, mais il n'y a pas de canal comme tel, puisque évidemment la sécrétion elle est libérée carrément à l'extérieur de la cellule comme telle dans le milieu interstitiel. Hein. Ici, on voit le liquide interstitiel. Les glandes endocrines, littéralement, vont libérer des hormones. Donc, c'est les seules sécrétions qui demeurent dans le milieu interne et évidemment sont libérées par ce qu'on appelle des cellules endocrines qui forment les glandes endocrines. Donc, toutes les hormones sont libérées par des glandes endocrines. Le système nerveux est à l'origine de la stimulation de toutes les glandes exocrines, alors que dans le cas des glandes endocrines, on verra que certaines sont stimulées par le système nerveux et d'autres sont stimulées par voie hormonale. Donc, on parlera de ça en temps et lieu.
Évidemment, tout à l'heure, on a vu le schéma qui présentait les voies ascendantes. Bien là, je vous présente les voies descendantes. Évidemment, la description de ce schéma-là va être beaucoup plus rapide puisque là, on comprendra évidemment que le schéma a déjà été détaillé. Là, on est au niveau de la voie efférente. Donc, qui part du système nerveux central et qui achemine, vous voyez ici, les commandes motrices, donc la réponse aux effecteurs. Dans l'exemple qui nous intéresse ici, ce qu'on vous a mis comme effecteur, c'est des, vous voyez, c'est écrit muscles squelettiques. Donc, ici, on est en présence d'un mouvement volontaire. Et donc, on a bien évidemment ici les neurones moteurs. Même chose, hein, même principe. Donc, la commande motrice, dans ce cas-ci, part ici, regardez, neurone moteur primaire. Donc, dans ce cas-ci, il part de l'aire motrice primaire au niveau du cortex cérébral. On voit que l'axone du neurone moteur voyage à l'intérieur de l'encéphale comme tel. Donc, on a ici les hémisphères cérébraux, le mésencéphale. On est ici au niveau du pont, qui est la région de l'encéphale qui est ventrale par rapport au cervelet. Et on arrive finalement au niveau du bulbe rachidien. On change de côté, soit dit en passant, et là, on passe au niveau de la moelle épinière cervicale et on se rend jusqu'à la moelle épinière lombaire. Donc, imaginez, tout à l'heure, on a vu qu'on était au niveau des aires, je m'excuse, des voies ascendantes. On avait vu qu'il y avait trois neurones, donc un premier neurone sensitif qu'on appelait le neurone de premier ordre, et ensuite on avait les neurones de deuxième et troisième ordre. Imaginez ici dans les voies descendantes, on n'a pas trois neurones, on a deux neurones moteurs impliqués. Donc, la chaîne à partir du cortex cérébral jusqu'à la région lombaire et même évidemment jusqu'à l'effecteur, là, on parle de seulement deux neurones. La voie descendante est établie seulement par deux neurones moteurs. Dans l'exemple qui nous intéresse ici, on voit que la synapse, donc on change de neurone au niveau de la moelle épinière lombaire. Ici, donc on a la synapse. Et ensuite, on arrive au neurone moteur qu'on dit inférieur, donc le deuxième neurone moteur qui éventuellement va aller stimuler les cellules musculaires. Dans ce cas-ci, c'est des cellules musculaires squelettiques. Donc, maintenant qu'on a terminé comme tel de détailler l'organisation du système nerveux, allons-y d'un point de vue cellulaire. Donc, évidemment, là, on est dans le système nerveux, fait que allons-y avec le détail d'un neurone. En passant, neurone, c'est masculin. On dit un neurone. Dans vos travaux que vous allez me remettre, de grâce, on ne dit pas une neurone, c'est un neurone. OK, donc allons-y avec le détail des différentes structures d'un neurone. Donc, d'abord, vous voyez qu'on on a ici ce qu'on appelle la zone réceptrice, c'est des ramifications littéralement du neurone qui va permettre au neurone de communiquer avec tous les autres neurones autour de lui. Et évidemment, on dit que cette zone-là, elle est réceptrice parce qu'on fait référence ici aux neurotransmetteurs qui seront libérés par les neurones qui sont en synapse ici avec notre neurone. Et donc, évidemment, on a donc une zone réceptrice sur lesquelles les neurotransmetteurs vont venir se fixer. Ensuite, dans l'exemple du neurone que je vous présente ici, on parle ici, la structure du neurone que vous voyez ici, c'est un neurone qu'on dit multipolaire. 99% de vos neurones ont cette structure-là. Donc, dans les neurones multipolaires, évidemment, on voit que les dendrites, donc les zones réceptrices, sont littéralement connectées au niveau du corps cellulaire. Donc, le corps cellulaire, c'est cette partie-là ici du neurone sur lequel est connecté les dendrites.
Évidemment, au niveau du corps cellulaire, on va avoir notamment le noyau, mais également tous les organites. Regardez, là, on voit qu'il y a beaucoup de réticulum endoplasmique rugueux au niveau des neurones. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. On y distingue également, soit dit en passant, beaucoup de mitochondries où se fait la respiration cellulaire. Je vous rappelle que les neurones sont parmi les cellules dans votre organisme qui ont le plus haut taux de métabolisme. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin beaucoup d'ATP. Il faut faire beaucoup de respiration cellulaire. Et donc, on a beaucoup de mitochondries. Et donc, voilà, on a tous les organites nécessaires, c'est ce qu'on appelle donc le corps cellulaire, c'est ce qu'on appelle le centre métabolique. Tous les organites nécessaires au fonctionnement cellulaire se retrouvent au niveau du corps cellulaire. Regardez ici, on vous dit le corps cellulaire est une zone importante aussi. C'est une zone d'intégration des messages. Donc, évidemment, on comprend que si le neurone est en synapse avec plein d'autres neurones via ses dendrites et que c'est ici que viennent s'attacher les neurotransmetteurs, bien, on comprendra à ce moment-là que l'information va devoir passer par le corps cellulaire avant éventuellement qu'un influx nerveux soit envoyé là, au niveau de l'axone du neurone. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le corps cellulaire, c'est une zone d'intégration des messages. C'est ici, en fait, que sera traitée l'information et qu'on va déterminer est-ce qu'il va y avoir production d'un influx nerveux ou non. Évidemment, en lien avec ce que je viens de vous dire aussi par rapport aux organites, le corps cellulaire du neurone est une région très importante pour la synthèse. Donc, c'est le centre métabolique du neurone. C'est là qu'on va synthétiser les neurotransmetteurs et c'est là aussi qu'on va synthétiser des portions de membrane. Donc, on a une activité ici très importante. Comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de réticulum endoplasmique rugueux, beaucoup d'appareils de Golgi. Donc, on va synthétiser de grandes quantités de portions de membrane à l'intérieur desquelles on va retrouver beaucoup de protéines membranaires qui vont servir soit de canaux ou soit de pompes. Évidemment, c'est directement en lien avec l'activité comme telle, la production d'influx nerveux des neurones. Donc, le neurone, pour bien fonctionner, se doit d'entretenir sa membrane. Ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut dans le corps cellulaire là, pour avoir une usine à membrane. Évidemment, l'axone, vous voyez, c'est cette partie-là ici qui peut être très longue. C'est cette partie-là des neurones qui se situe dans les nerfs, que ce soit des nerfs crâniens ou des nerfs spinaux. Donc, on ne retrouve dans les nerfs, on ne retrouve jamais dendrites ou de corps cellulaire. Ce qui va se retrouver à l'intérieur des nerfs, ce n'est que les axones. Les corps cellulaires, quant à eux, vont se retrouver au niveau du système nerveux central. Donc, cette partie-là du neurone est toujours dans le système nerveux central et cette partie-là du neurone se trouve toujours dans le système nerveux périphérique et c'est ça qu'on appelle les axones. C'est là que va voyager l'influx nerveux. Évidemment, c'est important de faire le lien avec les diapositives, là, les voies ascendantes et descendantes que je vous ai déjà montrées, mais vous allez voir que ces diapos-là reviennent très souvent. Ensuite, on a, évidemment, j'allais oublier, là, mais on voit que la région finalement où part l'axone au niveau du corps cellulaire, c'est ce qu'on va appeler le cône d'implantation. Et vous allez voir que dans la section de neurophysiologie, là, cette région-là va être importante pour la production des influx nerveux. Évidemment, on voit que l'axone, à son extrémité, va se ramifier pour former des renflements qu'on va appeler les corpuscules nerveux terminaux. Et là, on est vraiment dans une zone de sécrétion. C'est au niveau des corpuscules nerveux terminaux que les neurotransmetteurs seront entreposés à l'intérieur de vésicules.
Donc, je vous rappelle que les neurotransmetteurs sont synthétisés ici à l'intérieur du corps cellulaire. Les vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs qui sortent de l'appareil de Golgi vont être transportés via des protéines motrices hein, sur des microtubules, donc sur des poutres, je vous rappelle. C'est ce qui permet d'acheminer les neurotransmetteurs qui sont synthétisés ici au niveau du corps cellulaire. On va pouvoir les acheminer sur toute la longueur de l'axone et éventuellement les entreposer ici. Donc, on va les garder à l'intérieur des vésicules, des vésicules de sécrétion dans les corpuscules nerveux terminaux. Et au moment opportun, ben, on va pouvoir sécréter les neurotransmetteurs au niveau des synapses. Donc, ce qu'on appelle une synapse, c'est l'espace, la jonction qu'il y aura entre deux neurones. En fait, s'il s'agit bien évidemment d'un neurone moteur, à ce moment-là, ce qu'on va avoir ici, c'est pas un autre neurone. Ce qu'on aurait ici, ça serait un effecteur. Fait que ça serait soit une cellule musculaire ou une cellule glandulaire. Sinon, ben, évidemment, on comprendra que la synapse va se faire entre deux neurones. Donc, voilà, je pense que pour le moment, là, j'ai pas mal détaillé la structure des neurones. Euh, Évidemment, on est habitué de voir les neurones toujours selon un type, celui que je viens tout juste de vous présenter. Mais sachez que dans le système nerveux, il existe différents types de neurones qui se distinguent d'un point de vue anatomique et d'un point de vue aussi physiologique. Donc, vous voyez ici qu'on a des neurones anaxoniques. Donc, ça veut dire anaxonique, ça veut dire que c'est des neurones qui n'ont pas d'axone. C'est des neurones qu'on va retrouver dans les récepteurs spécialisés des sens, comme par exemple l'oreille ou l'œil. On en retrouve également dans certains circuits neuroniques du système nerveux central. On a les neurones unipolaires. Ceux-là, on va les détailler dans quelques minutes. Les neurones unipolaires sont toujours des neurones sensitifs et qui appartiennent au système nerveux périphérique. On a les neurones bipolaires, ou encore là, c'est des neurones sensitifs qu'on va retrouver dans les organes spécialisés que sont la vue, l'odorat et l'ouïe. Et finalement, on a les neurones multipolaires et c'est là que c'est important, là, ces neurones-là, là, si vous voyez, on le reconnaît, là, c'est le neurone typique, là, où on a les dendrites autour du corps cellulaire qui se prolongent par l'axone avec ses ramifications au bout, avec les corpuscules nerveux terminaux. Le neurone multipolaire, là, soit dit en passant, c'est 99% de vos neurones. Donc, 99 neurones sur 100 ont cette structure-là. C'est vraiment la structure neuronale la plus commune. On vous précise que ces neurones-là, on les retrouve en tant que neurones d'intégration et en tant que neurones moteurs. Soit dit en passant, dans le cadre du cours, parmi ces 4 neurones-là, on n'en voit que 2. On a les neurones unipolaires et on a les neurones multipolaires. Donc, vous voyez là, les neurones sensitifs qui vont nous intéresser seront des neurones unipolaires. On ne fait pas les organes des sens, donc ces neurones-là ne nous intéressent pas. Ce qui va nous intéresser, nous autres, c'est les neurones unipolaires qui, évidemment, correspondent à nos neurones sensitifs et nos neurones multipolaires qui vont correspondre aux neurones d'intégration et aux neurones moteurs. Je commence ici avec le neurone multipolaire, évidemment, parce que c'est 99%, je viens de vous le dire, 99% de vos neurones sont de ce type-là. On vient tout juste de le détailler. Donc, évidemment, on reconnaît ici les dendrites, le corps cellulaire, le cône d'implantation, à partir duquel va partir l'axone et éventuellement la ramification axonale avec les corpuscules nerveux terminaux.
Ce qu'il faut comprendre, évidemment, ben, c'est là ce qui m'intéresse en fait, parce que la structure, on l'a vu, des neurones multipolaires, ce qui m'intéresse, c'est leur positionnement dans le système nerveux et le lien avec leur fonction. Donc, d'un point de vue schématique, quand on vous parle de neurones multipolaires, quand enfin, on vous représente des neurones multipolaires, sachez que ça sera toujours de cette façon-là. Donc, vous voyez le blanc ici, le neurone blanc, les neurones noirs et le neurone bleu sont des neurones multipolaires, où on voit très bien, évidemment, le renflement ici qui correspond au corps cellulaire. Évidemment, ça sous-entend qu'on a des dendrites autour du corps cellulaire, mais qui ne sont pas représentés. Évidemment, on a l'axone avec éventuellement les corpuscules nerveux terminaux. Ici, je m'attarde sur les diverses fonctions. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un neurone multipolaire, ça peut être un neurone d'intégration ou un neurone moteur. Bien, on en a un bel exemple ici. Le neurone, quand on parle d'un neurone d'intégration, c'est un neurone qui n'est ni sensitif ni moteur. C'est un neurone qui se trouve entre les deux et qui est logé nécessairement dans le système nerveux central et qui, évidemment, permet d'intégrer l'information. C'est pour ça qu'on appelle ça un neurone d'intégration. Donc, on voit, je vous rappelle, ici, on a la moelle épinière. On voit ici, je vous rappelle, la racine dorsale. On voit qu'on rentre à l'intérieur de la moelle épinière et on y ressort ici par la racine ventrale et là, on s'en va vers des effecteurs. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai dit dans une des premières diapos, l'information sensorielle arrive toujours par la racine dorsale, entre à l'intérieur de la moelle épinière et là, bien évidemment, on peut avoir des synapses ici, donc on change de neurone. Donc, vous voyez que mon neurone sensitif ici vient faire synapse avec mon neurone d'intégration. Donc, en blanc ici, c'est mon neurone d'intégration et on voit qu'il s'agit d'un neurone multipolaire. Et mon neurone d'intégration ici vient faire synapse avec différents neurones, notamment ici un neurone moteur. Évidemment, il s'agit d'un neurone moteur puisqu'on voit que ce neurone-là aboutit au niveau d'un muscle, donc au niveau des cellules musculaires, au niveau d'un effecteur. Il s'agit à ce moment-là d'un neurone moteur. Donc, en noir et en bleu, on est en présence de neurones moteurs. Et évidemment, on voit que les neurones moteurs ont une structure, et ce sont des neurones multipolaires. Donc, tous les neurones d'intégration, autrement dit, pensez à votre cortex cérébral, là, où on retrouve l'essentiel des neurones du système nerveux, là, où c'est là qu'on parle des fonctions supérieures, là, la personnalité, le langage, le jugement, la cognition, l'intelligence, etc. Toutes ces activités-là supérieures, rendues possibles par le cortex cérébral, est menée par des neurones d'intégration qui sont des neurones multipolaires. Et évidemment, tous les neurones qui sont associés de la voie efférente, je m'excuse, qui sont associés à un effecteur qui vont stimuler un effecteur, donc ce qu'on appelle les neurones moteurs, sont également des neurones multipolaires. Allons-y maintenant avec le neurone unipolaire. Donc, évidemment, je vous l'ai présenté tout à l'heure, le neurone unipolaire, mais ici, on va détailler sa structure parce que c'est vraiment un neurone très, très particulier. Plutôt bizarre, je vous dirais, on n'est vraiment pas familier. Je vous rappelle que 99% des neurones sont multipolaires, donc on est vraiment habitué avec la représentation du neurone que je vous ai présenté tantôt, là. Et là, donc, allons-y avec le unipolaire. D'abord, on se rend compte que dans le neurone unipolaire, les dendrites sont directement rattachés à l'axone. Au beau milieu de l'axone, donc out of nowhere, ici, on va avoir le corps cellulaire. Évidemment, comme les dendrites sont ici à une extrémité,
bien évidemment, on voit que le corps cellulaire n'a pas de dendrites, puisqu'elles sont situées ici. Donc, en plein milieu de l'axone, on va retrouver le corps cellulaire dans un neurone unipolaire. Et évidemment, à l'autre extrémité de l'axone, ben, on retrouve les corpuscules nerveux terminaux dans lesquels on va avoir les vésicules de neurotransmetteurs. D'un point de vue fonctionnel, si on regarde comment est organisé le neurone unipolaire, donc on revient avec le schéma que je viens tout juste de vous présenter quand j'ai parlé du neurone multipolaire. Donc, le neurone unipolaire sur ce schéma-là, c'est le neurone en rouge que vous voyez ici. Je vous rappelle que tous les neurones unipolaires sont des neurones sensitifs au niveau du système nerveux périphérique, donc vous voyez au niveau des nerfs que ce soit des nerfs rachidiens ou des nerfs crâniens. Dans le cas des nerfs rachidiens, des nerfs spinaux, bien, évidemment, on distingue très bien ici la structure typique de mon neurone unipolaire. Évidemment, on voit que les dendrites ne sont pas représentés parce qu'on peut supposer que les dendrites sont beaucoup plus loin, hein, sont à l'extrémité du nerf, dans l'organe comme tel où on retrouve le récepteur. Donc, évidemment, ici, on voit notre axone avec out of nowhere, en plein milieu, ici, on a notre corps cellulaire. Là, on ne le voit pas ici, mais le corps cellulaire sera logé dans un renflement du nerf spinal qu'on va appeler le ganglion spinal. Donc, tous les nerfs spinaux, au niveau de leur racine dorsale, vont avoir un renflement dans lequel on va retrouver les corps cellulaires des neurones sensitifs. Évidemment, le neurone, donc, éventuellement, parcourt la racine dorsale du nerf spinal et vient faire synapse ici avec un neurone d'intégration. Et donc, évidemment, là, ça correspond à cette région-là du neurone unipolaire. Donc, encore une fois, on revient avec nos fameux schémas que je vous présente depuis le début du PowerPoint. Et donc, là, plus ça va et plus vous avez d'informations, plus vous pouvez comprendre. Donc, si on revient comme tel, ici, on est dans les voies ascendantes. Donc, on est dans la voie afférente qui véhicule des influx sensoriels. Évidemment, ici, on a notre fameux neurone unipolaire dont je viens de vous parler. Regardez ici, là, on le voit très bien, le renflement au niveau du nerf spinal, le renflement qu'on appelle le ganglion spinal qui va évidemment contenir les corps cellulaires des neurones sensitifs. Autre élément très important ici que je peux vous préciser, que tout à l'heure, je ne pouvais pas le faire. La première fois, je vous ai montré la diapo, mais là, maintenant, avec les informations que vous avez, on peut le faire. Évidemment, c'est le fait que la réalité de la chose, là, c'est que dans un neurone unipolaire, les dendrites qu'on retrouve à l'extrémité du neurone sont modifiés en récepteurs comme tels. Donc, tous les neurones unipolaires voient leurs dendrites modifiés en récepteurs. Donc, très souvent, les récepteurs sont des dendrites modifiés de neurones sensitifs. Quand le récepteur est stimulé, évidemment, ça va déclencher l'envoi d'un influx nerveux. Et là, vous voyez, on est à l'intérieur du nerf spinal. Éventuellement, on arrive au niveau de la racine dorsale. Et évidemment, c'est là qu'on voit que le corps cellulaire de mon neurone sensitif se retrouve dans le ganglion spinal. Et évidemment, dans ce cas-ci, mon neurone unipolaire voyage tout le long de la moelle épinière jusqu'au bulbe rachidien qui fait partie de l'encéphale, hein, le tronc cérébral de l'encéphale, où il y aura synapse. Donc, tout ce neurone-là ici, là, c'est un neurone sensitif, donc unipolaire. Après ça, évidemment, on est en présence d'un neurone d'intégration. Donc, mon neurone de deuxième ordre ici, là, c'est un neurone d'intégration et donc il est multipolaire.
voyage à l'intérieur, évidemment, de l'encéphale, remonte jusqu'à temps qu'on arrive, évidemment, là, à la deuxième synapse au niveau du thalamus. Et le troisième neurone est également un neurone multipolaire. C'est également un neurone d'intégration. Allons-y maintenant avec les voies descendantes. Donc, évidemment, ici, vous voyez, on parle déjà de neurones moteurs. Donc, le premier neurone moteur, c'est le neurone moteur primaire. Donc, évidemment, on voit que de par le schéma qu'on a fait, on parle ici d'un neurone multipolaire. Descend tout le long de l'encéphale, du tronc cérébral. On arrive maintenant au niveau de la moelle épinière. On a une synapse ici. Donc, on change de neurone. Donc, vous voyez ici, on va parler de neurone moteur inférieur. Et ce dernier neurone-là, comme tel, le neurone moteur qui littéralement vient faire synapse avec les cellules musculaires, lui aussi est un neurone multipolaire. Dans le tissu nerveux, on retrouve des neurones, bien évidemment, on vient de détailler tout ça, mais il faut comprendre que, en plus des neurones, on a d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales ou les gliocytes, qui sont des cellules en fait qui appartiennent au tissu nerveux, qui ne produisent pas d'influx nerveux à proprement parler. Ces cellules-là ont pour fonction d'aider les neurones à bien fonctionner. Donc, il existe toute une panoplie de cellules gliales différentes, mais on n'en voit que 4 dans le cadre du cours. Donc, allons-y d'abord avec ce qu'on appelle les cellules de la microglie. Donc, les cellules de la microglie, c'est des cellules gliales qui agissent littéralement comme des globules blancs à l'intérieur du système nerveux central et donc qui vont protéger les neurones de toute substance étrangère qui pourrait évidemment perturber leur fonctionnement. On a des astrocytes. Évidemment, on comprend littéralement ça veut dire des cellules en étoile. Donc, on comprend évidemment en voyant le schéma, on comprend très bien pourquoi on les appelle comme ça. Les astrocytes sont des cellules gliales qui ont un rôle important à jouer dans la nutrition des neurones et pour favoriser un milieu extracellulaire adéquat pour le fonctionnement des neurones. Donc, on voit qu'on a des extensions ici au niveau des astrocytes qui permettent de connecter littéralement les astrocytes d'un côté à des capillaires sanguins et de l'autre côté à des neurones. Donc, les astrocytes font vraiment un lien, relient finalement les capillaires aux neurones pour s'assurer que les neurones soient bien alimentés et débarrassés de leurs déchets. On arrive à notre troisième type de cellules gliales, ce qu'on appelle les oligodendrocytes. Donc, les oligodendrocytes sont des cellules qui ont pour fonction de produire la gaine de myéline dans le système nerveux central. La gaine de myéline, en fait, c'est une structure lipidique. La meilleure analogie que je pourrais vous faire, c'est un peu l'équivalent de la gaine de caoutchouc qu'on pourrait retrouver autour d'un fil électrique. Donc, les oligodendrocytes vont produire la myéline qui va littéralement entourer l'axone de certains neurones du système nerveux central. Cette myéline-là, cette gaine de myéline-là, va avoir essentiellement deux fonctions. Protéger comme telle physiquement l'axone et on va voir également que ça a une fonction importante dans la vitesse de propagation des influx nerveux. Donc, ça favorise, ça augmente la vitesse de propagation des influx nerveux.
Donc, les cellules gliales qui sont responsables de la formation de la gaine de myéline dans les neurones du système nerveux central, c'est ce qu'on appelle les oligodendrocytes. Et les oligodendrocytes ont la capacité de myéliniser plusieurs axones à la fois. Littéralement, la myéline, c'est une structure lipidique. En fait, littéralement, c'est la membrane de l'oligodendrocyte qui vient, on le voit bien ici, là, qui vient s'enrouler autour de l'axone des neurones myélinisés au niveau du système nerveux central. Le dernier type de cellules gliales que l'on voit, ce sont les neurolémocytes que l'on peut voir ici. Donc, quatrième et dernier type de cellules gliales que l'on voit dans le cadre du cours. Les neurolémocytes ont exactement la même fonction que les oligodendrocytes. Donc, ils vont former la gaine de myéline, mais on est au niveau du système nerveux périphérique. Donc, je vous rappelle que le système nerveux périphérique, là, on parle ici des nerfs. Donc, on parle de la myélinisation des axones qui se retrouvent à l'intérieur des nerfs. Contrairement aux oligodendrocytes qui vont myéliniser plusieurs axones en même temps. Un oligodendrocyte peut myéliniser les axones de plusieurs neurones. C'est tout le contraire dans le cas du système nerveux périphérique. Les neurolémocytes vont devoir se mettre à plusieurs, on le voit ici, pour former la gaine de myéline autour des axones des neurones du système nerveux périphérique. Donc, chaque petit manchon que vous voyez ici, c'est un neurolémocyte. Et on voit très bien, évidemment, que le neurolémocyte s'enroule littéralement autour de l'axone. On peut même voir les noyaux des cellules des neurolémocytes. Donc, c'est littéralement de la membrane cellulaire. Donc, c'est pour ça que la gaine de myéline, elle est lipidique. Je vous rappelle que la membrane cellulaire est faite essentiellement d'une double couche de phospholipides. Et donc, si c'est la gaine, si c'est la membrane cellulaire qui forme la gaine de myéline, on comprendra à ce moment-là que c'est de nature lipidique. Donc, on va avoir des centaines, voire des milliers de neurolémocytes nécessaires pour la myélinisation d'un seul axone d'un neurone du système nerveux périphérique. Cette diapositive-là permet de bien comprendre le phénomène de myélinisation. Donc, sur le schéma, on voit ici un neurolémocyte. Donc, dans ce cas-ci, on est au niveau du système nerveux périphérique. On voit évidemment ici l'axone du neurone qui sera myélinisé. Et là, on voit que le neurolémocyte engage en fait littéralement une portion de sa cellule ici et va enrouler, il va littéralement s'enrouler autour de l'axone. Donc, on voit très bien que le noyau lui reste là. On voit très bien aussi que tout le cytoplasme va se retrouver en périphérie ici. Et ce qu'on retrouvera autour de l'axone, c'est vraiment des couches successives de la membrane du neurolémocyte. Et c'est ces couches-là successives de membranes qui vont former ce qu'on appelle la myéline. La myélinisation est un processus qui est très lent, qui va durer une bonne partie de l'enfance chez l'enfant. Donc, durant tout l'âge primaire, la myélinisation va se faire. Et c'est ce qui explique en fait que plus l'enfant vieillit, plus ses habiletés de motricité fine seront augmentées. Je vous rappelle que la myéline a pour fonction d'augmenter la propagation la vitesse de propagation des influx nerveux. Donc, évidemment, tant que la myélinisation n'est pas complétée chez l'enfant,
on va avoir une motricité fine plus ou moins efficace. Et au fur et à mesure que la myélinisation se fait, on va avoir une amélioration de cette motricité fine-là. De la même façon également, il y a une maladie génétique qui s'appelle la sclérose en plaques, qui en fait est une maladie dégénérative, une maladie neurologique dégénérative où on voit en fait que le système immunitaire s'attaque à la myéline et donc il va y avoir une démyélinisation des neurones au niveau du système nerveux central et éventuellement chez les individus atteints de la sclérose en plaques, on va avoir une diminution de la motricité chez ces individus-là en lien avec le fait que la vitesse de propagation des influx nerveux devient de plus en plus lente. Donc, la sclérose en plaques est une dégénérescence de la gaine de myéline des neurones au niveau du système nerveux central. La présence ou non de myéline dans certaines régions du système nerveux central est à l'origine, en fait, des notions de ce qu'on appelle la substance grise et la substance blanche. Il faut comprendre que lorsqu'on se retrouve dans une région du système nerveux central où il y a une forte concentration de myéline, cette région-là va prendre un aspect blanc et luisant, et d'où l'appellation de substance blanche. Quand, au contraire, on observe, par exemple, une coupe d'encéphale et on observe que les régions où il y a très peu de myéline, à ce moment-là, ces régions-là vont plutôt avoir tendance à être foncées et à ce moment-là, on appelle ces régions-là la substance grise. Donc, l'appellation substance blanche et substance grise réfère aux diverses régions en fonction de la présence ou non de myéline. Et c'est important de comprendre que c'est uniquement au niveau du système nerveux central qu'on fait cette distinction-là. Évidemment, on comprendra qu'au niveau du système nerveux périphérique, donc au niveau des nerfs, l'essentiel des axones à l'intérieur des nerfs sont myélinisés et donc cette appellation-là, à ce moment-là, n'a pas raison d'être. Donc, on comprendra que lorsqu'on parle de substance blanche, on parle de régions qui présentent des axones myélinisés. Je vous rappelle que les oligodendrocytes myélinisent que les axones. C'est la même chose d'ailleurs pour les neurones hémocytes. Donc, dans un neurone myélinisé, en fait, seuls les axones réellement seront myélinisés. Donc, quand on a une région de substance blanche, on comprendra qu'il s'agit à ce moment-là d'une forte concentration d'axones myélinisés. Par ailleurs, lorsqu'on parle d'une région où on a de la substance grise, évidemment, dans ces régions-là, ce que l'on va retrouver, ce sont des corps cellulaires qui ne sont jamais myélinisés, des dendrites qui également ne sont jamais myélinisés et des terminaisons axonales. Également, on pourra retrouver dans la substance grise des axones amyélinisés. Donc, quand on parle de substance blanche, on parle d'axones myélinisés. Quand on parle de substance grise, on parle de corps cellulaires, de dendrites, de terminaisons axonales et d'axones amyélinisés. Au niveau de l'encéphale, puisqu'on parle du système nerveux central, on parle de l'encéphale et de la moelle épinière. Donc, commençons avec l'encéphale. Au niveau de l'encéphale, la substance blanche est répartie d'une façon particulière, bien évidemment. On va retrouver la substance blanche au cœur de l'encéphale, donc au centre de l'encéphale, alors que la substance grise se retrouvera en périphérie. Donc, on a ici un schéma où on a une coupe frontale de l'encéphale. On observe ici les hémisphères cérébraux, le tronc cérébral et le cervelet. Donc, au niveau de l'encéphale, on voit très, très, très bien que les zones de substance blanche sont évidemment au centre de l'encéphale et la substance grise, donc, est vraiment en périphérie.
Au niveau de l'encéphale, la substance grise, c'est ce qu'on va appeler, dans le cas des hémisphères cérébraux, c'est ce qu'on va appeler le cortex cérébral. Et au niveau du cervelet, parce que le cervelet fait aussi partie de l'encéphale, au niveau du cervelet, la substance grise, on va l'appeler le cortex cérébelleux. Ici, on va avoir la substance grise au niveau du cervelet et ça va former ce qu'on appelle poétiquement l'arbre de vie. Et donc, au niveau comme tel des hémisphères cérébraux, ben, on voit la substance blanche. Il est important de comprendre qu'on a des amas à l'occasion, on a des amas au niveau des hémisphères cérébraux de substances grises. Et à ce moment-là, ces amas-là de substances grises, on peut en voir quelques-uns ici, c'est ce qu'on va appeler des noyaux. Donc, cette terminologie-là, vous allez voir, elle est importante. Donc, on a des noyaux de substances grises au cœur de l'encéphale et on a la substance grise en périphérie qu'on appelle le cortex cérébral et le cortex cérébelleux. Ici, on a une petite micrographie, donc une photographie au microscope où on peut constater ici le cortex, donc la substance grise, et au centre ici, on a la substance blanche. Évidemment, ici, on revient comme tel à nos fameux schémas que je vous présente depuis le début. Et là, on est en mesure, bien évidemment, de bien comparer la substance blanche et la substance grise au niveau de l'encéphale. Donc, je vous rappelle que l'encéphale, en fait, ça se rend jusqu'ici, hein, jusqu'au bulbe arachidien, ça fait partie de l'encéphale. Donc, les quatre tranches que vous avez ici, font partie de l'encéphale. Et donc, on observe évidemment la substance blanche qui est présente au centre et évidemment la substance grise, donc le cortex cérébral ici au niveau des hémisphères cérébraux, le cortex cérébelleux ici au niveau du cervelet. Et on voit, regardez, je vous parlais des noyaux tout à l'heure. Donc, le thalamus, soit dit en passant ici, est un noyau. On a d'autres noyaux ici qui ne sont pas identifiés sur le schéma, mais simplement vous dire, regardez, ici, on en voit là, des noyaux, là, noyaux graciles, noyaux cunéiformes. Donc, on est au niveau du bulbe arachidien et à ce moment-là, les amas de substances grises au cœur de la substance blanche dans l'encéphale, c'est ce qu'on appelle les noyaux. On aura une situation tout à fait inversée au niveau de la moelle épinière quant à la substance blanche et à la substance grise, à la répartition de la substance blanche et de la substance grise. Donc, au niveau de la moelle épinière, on va avoir la substance grise qui est au centre, qui va former une espèce de papillon au cœur de la moelle épinière. Et on va avoir la substance blanche qui est vraiment située en périphérie. Donc, ici, on a une photo micrographie. Donc, si on vient faire référence aux différentes notions que je viens de vous présenter dans le schéma, notre fameux schéma, évidemment, je vous rappelle que c'est ici qu'on est au niveau de la moelle épinière et évidemment, on reconnaît très, très bien au cœur de la moelle épinière notre petit papillon de substance grise et en périphérie, on va avoir la substance blanche. Ça nous permet bien évidemment, ce schéma-là, d'avoir une vision globale de la répartition de la substance blanche, de la substance grise au niveau de l'encéphale pour cette région-là et au niveau de la moelle épinière dans cette région-là. Fort intéressant ici de constater donc que comme la substance blanche, c'est des amas d'axones myélinisés, bien, on comprendra que ces régions-là sont des régions qu'on dit de conduction, auront comme fonction de conduire les influx nerveux. Donc, par exemple, on voit ici qu'une fois qu'on a stimulé notre récepteur, bien évidemment, ça déclenche l'envoi d'un influx nerveux et qui voyage à l'intérieur de mon neurone sensitif. Et évidemment, on voit que quand on arrive au niveau de la moelle épinière, ben, l'axone du neurone sensitif plonge. Donc, évidemment, il est myélinisé, cet axone-là. Donc, on le retrouve à l'intérieur de la substance blanche de la moelle épinière. Et éventuellement, on voit qu'on vient faire synapse ici au niveau de noyau.
Donc, il faut comprendre que la substance blanche est toujours une zone de conduction puisqu'elle est formée d'axones myélinisés. Donc, c'est là que sera conduit les influx nerveux et éventuellement, quand vient le temps de faire une synapse, bien, les corps cellulaires, les dendrites et les terminaisons axonales qui sont amyélinisées vont à ce moment-là se retrouver dans des amas de substances grises. Je vous rappelle que, évidemment, au niveau de l'encéphale, ces amas-là de substances grises, c'est ce qu'on appelle des noyaux. Donc, si on revient à notre schéma, bien évidemment, notre neurone sensitif de premier ordre vient faire synapse dans un noyau ici au niveau du bulbe arachidien. Et une fois qu'on a changé de neurone, une fois que la synapse a eu lieu, ben, rebelote, c'est-à-dire qu'on voit que, encore une fois, l'axone plonge, qui est myélinisé, plonge à l'intérieur de la substance blanche, remonte dans le tronc cérébral, toujours dans la substance blanche, vient faire une deuxième synapse ici au niveau du thalamus, qui est évidemment une région de substance grise, qui est une espèce de noyau. Et donc, on fait synapse évidemment, l'axone à ce moment-là plonge à l'intérieur de la substance blanche au centre de l'encéphale pour éventuellement venir faire synapse avec les neurones amyélinisés du cortex cérébral. On a la même logique, évidemment, pour la voie descendante, la voie efférente. Donc, évidemment, le corps cellulaire de mon neurone moteur sera est logé dans le cortex cérébral et on voit que l'axone, lui, plonge à l'intérieur de la substance blanche. Donc, c'est un axone myélinisé et éventuellement va venir faire synapse ici à l'intérieur de la substance grise de la moelle épinière et éventuellement, ben, évidemment, on va conduire l'influx nerveux jusqu'à l'effecteur.